Shragabloum, bonjour Bokertov. Bonjour Daniel, bonjour chers auditeurs. Alors, je voudrais tout de suite avoir à chaud votre réaction. Vous avez vu ces images comme nous hier soir sur Kikar Rabin, sur la place Rabin à Tel Aviv, des drapeaux palestiniens, des manifestants qui scandent l'hymne de l'OLP, d'autres qui mettent un genou à terre pour assimiler, on va dire, leur protestation contre le plan de souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain et sur les implantations à ce qui se passe aux États-Unis. Comment vous réagissez à tout ce qui s'est passé hier soir, place Rabin? J'ai déjà écrit hier soir sur ce qui s'est passé. J'ai parlé d'idiots utiles parce que finalement, il y avait dans cette manifestation deux catégories de personnes. Il y avait l'extrême gauche israélienne qui est contre la souveraineté et qui prône un État palestinien à côté d'Israël, alors que les manifestations qui sont venues à l'appel d'organisations arabes, en fait, sans le dire ou même en le disant, sont pour la pure et simple disparition de l'État d'Israël en tant que tel. Et donc, il y a toujours ce hiatus qui existe. Je parlais pas de naïveté parce que finalement les gens aujourd'hui sont au courant, mais c'est triste et c'est même ça met en colère parce que entendre d'un côté sur la place Rabin qu'on chante l'hymne Bilhadi, l'hymne de l'OLP, et puis qu'en France on chante la Hatikva à l'enterrement de Claude Goasguen, ça fait un peu, c'est assez particulier comme situation. En tout cas, c'est le début d'une campagne qui a été lancée notamment par le parti Hadash de Ayman Oudeh, qui est décrit comme un modéré dans les médias israéliens, mais qui ne l'est pas du tout. Et voilà, plus cette question approchera, je pense, plus les manifestations se feront violentes et nombreuses, comme il l'a annoncé d'ailleurs. Vous avez le sentiment que c'est une campagne qui est bien orchestrée, bien huilée et qui va s'accentuer au cours des prochaines semaines? D'ailleurs, ça a été dit, je crois que les organisations ont dit que c'était le lancement d'une série de manifestations qui auront lieu. Alors, et forcément, ça va s'amplifier, surtout si, on va en parler, surtout si cette loi est vraiment déposée début juillet, enfin si le processus commence de manière concrète début juillet, je pense qu'il y aura encore des manifestations de ce style. Mais enfin, c'est quand même assez pathétique et triste de voir sur la place Rabin des gens en kéfier, drapeau de l'OLP, le chant enfin, pour qui veut lire les paroles de Bilhadi, c'est assez parlant, je veux dire, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, hein, je veux dire, c'est non à l'État d'Israël, quoi. C'est ça. En tant qu'État juif, évidemment. Alors, d'un côté, il y a cette opposition farouche, on va dire, de l'extrême gauche israélienne, et puis de l'autre côté, pas plus tard que vendredi, j'ai interrogé Dan Bismuth, qui est le conseiller spécial du président du Shomron. Il y a aussi l'opposition des habitants des localités juives de Judée et de Samarie. On aurait presque pu les mettre ensemble sur la place Rabin. Oui, quand même pas, parce que même s'ils sont les uns et les autres, enfin une partie des autres en tout cas, opposés à cela, ce n'est pas du tout pour les mêmes raisons. Donc je veux dire, c'est pas, on n'aurait pas pu les mettre ensemble. Mais ça vous gêne pas d'une certaine manière qu'il y ait ce front commun contre un plan qui, d'une manière ou d'une autre, eh bien, et certains le disent, il suffit même de lire dans la presse israélienne, même dans le Makor Rishon, qui est un journal pro de la droite, qui dit, finalement, c'est une démarche historique que l'on ne peut pas repousser, que l'on risque de regretter si on la repousse aujourd'hui. Voilà. Bon, on retrouve finalement l'opposition qui existait déjà après le plan Pile et puis aussi après le plan Partage entre ce qu'on appellerait les pragmatiques et les idéologues. C'est ça. C'est que je lisais justement dans ma corrichonne que je sais pas qui écrivait, un des journalistes, et qui écrivait qu'il y a toujours cette différence entre ceux qui voient la réalité telle qu'elle est maintenant et ceux qui aimeraient la voir voudraient la voir telle qu'ils aimeraient. Et donc il y a cette opposition qui est de plus en plus visible, mais à mon avis qui est compréhensible parce que effectivement il y a des arguments des deux côtés. D'un côté, on peut dire que c'est une occasion unique et que si par exemple Joe Biden venait à être élu, tout s'écoulerait. Et puis aussi de dire que dans l'histoire, il faut parfois accepter moins que ce qu'on aimerait, et puis le reste viendra peut-être après. Et que c'est ça, c'est historique. Voilà. C'est ce que disait un éditorialiste que je citais dans la revue de la presse vendredi. Effectivement, si Ben Gurion avait dit non à la proposition de la commission Pile, eh bien, il n'y aurait pas eu d'État d'Israël. Voilà. Et puis aussi un autre élément, en
faveur de ceux qui sont pour. C'est de dire que, comme on a une administration américaine la plus favorable qui ait jamais existé, c'est très facile dans son fauteuil de dire on va donner une claque à Donald Trump en disant que c'est un ennemi d'Israël. Et je veux dire, dans les relations internationales, on ne peut pas se comporter non plus comme ça envers des pays. Un pays qui est. Mais de l'autre côté, quelle voie choisir de l'autre côté, pardon. Alors quelle voie choisir? C'est très difficile parce que chaque fois qu'on lit un article d'un côté ou de l'autre, on dit ben ils ont pas tort. Parce que si on prend les arguments de l'autre côté en disant que l'acceptation de principe d'un État palestinien, même si effectivement les conditions sont telles que jamais, en tout cas pour le moment, un leader arabe palestinien ne viendra aux négociations sur ces bases-là. Et puis sur les cartes aussi sont. Alors justement, les cartes, Dan Bismuth nous disait qu'en fait, le plan qui a été présenté en janvier dernier à la Maison Blanche et par Donald Trump avec à ses côtés Benjamin Netanyahou ne ressemble en rien à ce qui est en train de se concrétiser dans les cartes que trace l'administration Trump aujourd'hui. Voilà, ce qui s'est passé, et ça c'est un argument de ceux qui sont contre, c'est de dire qu'il y a eu un refroidissement de la part des États-Unis, notamment sous la houlette de Jared Kushner, qui est bon. Jared Kushner a aussi des intérêts d'affaires en Arabie Saoudite, et puis il est plus. Non, mais il avait dit, Jared Kushner depuis le début, il avait dit que le plan devait être accepté aussi par les pays arabes modérés. Oui, c'est ça. C'est ça. Je pense que pour que ce plan emporte l'adhésion des pays arabes qu'on dit modérés, à ce moment-là, il faudrait un peu tempérer. Donc c'est vrai que par rapport à la déclaration à Washington et aujourd'hui, il y a des différences. Et on sait aussi que, par exemple, les corrections sur les cartes qui ont été proposées aux États-Unis ont été refusées par Washington. Donc ça veut dire que vraiment, il y a des gens qui vivent, qui risquent de vivre cette situation sur le terrain. Je comprends qu'ils soient réticents. Même moi qui habite par exemple dans le Gush Etzion à Efrat, on m'a dit, c'est vous qui m'avez dit, je crois que quelqu'un m'a dit que après le Tzomet Agouche, ça devient un Palestinien. Je veux dire, sur le terrain, il n'y aura pas une différence pour le moment, mais ça risque. Accepter le principe d'être palestinien, je comprends que ça puisse choquer. Et puis en plus, à l'avenir, on ne sait jamais, il peut y avoir un leader palestinien qui dise ok, on accepte, et voilà, on se retrouvera avec un État palestinien au cœur d'Israël. Ça peut prendre des années, mais je comprends aussi, et sur le principe, et sur le côté sécuritaire. C'est très difficile. Vous allez me demander ce que je pense. Je sais pas, je suis très... Et alors, comment vous expliquez alors la position de Benjamin Netanyahou? Est-ce que vous pensez, vous, qu'il veut aller vraiment jusqu'au bout de cette démarche? Parce qu'il faut rappeler à nos auditeurs que c'est une démarche législative, on va dire, qui va être votée sous forme de loi, avec une première lecture, une commission, une seconde et une troisième lecture. Est-ce que vous avez vraiment le sentiment que Netanyahou veut aller jusqu'au bout, ou en tout cas qu'il veut donner l'impression qu'il veut aller jusqu'au bout? Voilà, je garderai cette dernière expression. Il donne l'impression qu'il va aller jusqu'au bout. Je pense que personnellement, il est favorable à cela. Maintenant, il y aura tellement de pression qu'il est possible peut-être qu'il fasse finalement une loi limitée, c'est-à-dire peut-être que la vallée du Jourdain, le Gush Etzion, une souveraineté partielle. Je sais pas. En tout cas, c'est très difficile parce que, comme le disait Yom Tov Kalfon sur I24, et même sa contradictrice. Sarah Bloom, que j'ai regardé hier soir, il y a eu tellement d'effets d'annonce déjà de la part de Benjamin Netanyahou et qui ne se sont pas réalisés, ou de son fait, ou par des mais il suffit tout simplement que Benjamin Netanyahou fasse voter en première lecture ce projet et qu'après il soit, on va dire, oublié, enterré dans les commissions parlementaires. Ouais. Mais d'un autre côté, je dirais que c'est vraiment, pour lui, j'ai l'impression que son mandat va durer 1 an et demi, un peu plus peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas, peut-être qu'il va quand même finir en beauté en disant que c'est moi qui ai amené la souveraineté. Je pense qu'il est sincère quand il dit qu'il veut le faire. Maintenant, ça peut durer du temps avec un nouveau président aux États-Unis qui arrêterait la législation en cours. Pourquoi finalement il n'a pas fait plus tôt? Pourquoi? C'est-à-dire, alors on sait qu'il y avait l'ère Obama où tout était bloqué, mais Donald Trump est là depuis 4 ans, il aurait pu le faire aussi avant même les élections. Mais c'est ce que à droite les contradicteurs lui disent. Ils disent, comme il a annoncé à Washington, la semaine prochaine, j'amène déjà cette loi à la Knesset, qui aurait pu être votée très rapidement. Il ne l'a pas fait. Je pense qu'il y a eu quand même des pressions américaines. Et c'est très difficile de résister à une administration qui est tellement favorable. Et donc,
En tout cas, on va vers un été assez spécial. En plus, sans parler de Tzahal et le Shabak, etc., qui annoncent et sans parler des Américains qui ont d'autres chats à fouetter, on va dire aussi de l'autre côté. côté. Voilà, c'est ça. Peut-être même que les Américains vont dire, écoutez, on attend un petit peu parce qu'on a d'autres chats à fouetter, exactement. Ouais. Et donc, en tout cas, ça réveille en Israël des polémiques qu'on n'a pas vues depuis longtemps sur le plan de la politique étrangère et de ce qu'on fait des territoires de Judée et Samarie. Mais en tout cas, c'est assez intéressant. Mais moi, je comprends tout à fait les doutes. Et je comprends ceux qui sont favorables et ceux qui sont sceptiques, disons, par rapport à ce que ceux qui vivent sur le terrain, ceux qui devront, par exemple, emprunter des routes avec des deux côtés une souveraineté, enfin pas une souveraineté, en tout cas une administration palestinienne, c'est risqué. On a déjà vu ce qui se passe sur les routes. Donc, je comprends maintenant dans la manière de réagir. Je pense par exemple que le président du conseil de localité a été beaucoup trop loin. Ah oui, El Ariani. Beaucoup trop abrupt. El Ariani, beaucoup trop abrupt en qualifiant Yariv Levin de serpent et le président Trump d'ennemi d'Israël. Je dis bon, faut pas non plus exagérer. Hein. Je veux dire, moi je vis à Efrat où le maire est d'Afka dans le camp adverse. Il fait partie de ceux qui sont dits pragmatiques et qui disent il faut accepter ce qu'on nous donne déjà. Et puis l'histoire montre que le reste peut venir après, quoi. Mais il y a toujours en Israël on est habitué des choix qu'on appelle gorali, des choix cruciaux où finalement on ne sait pas vers où on va. On sait pas vers où on va. Alors donc voilà, c'est vraiment une question qui est très très particulière et je dis franchement, personnellement, j'ai pas d'avis tranché. Surtout après tout ce que j'ai lu dans Makor Rishon avec les pour et les contre. Ouais. C'est très particulier. Alors je sais pas si le maintien de la situation actuelle, comme certains le disent, si déjà autant maintenir la situation actuelle et puis refuser la souveraineté. Je sais pas si c'est une bonne solution. Finalement, il y en a qui disent que ça a marché jusqu'aujourd'hui. Eh ben oui. Alors voilà, donc. Eh bien, Shraga Blum, on comprend votre dilemme, qui est peut-être aussi celui d'une partie des responsables politiques israéliens. Ouais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir fait partager justement ces réflexions à ce sujet-là, sujet brûlant et explosif. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. J'espère qu'il ne le sera pas en tout cas. Voilà, on espère qu'il ne le sera pas, effectivement. Merci beaucoup, Shraga Blum, Shavua Tov, et à bientôt. Et à bientôt.